vu qu'il n'y en a pas beaucoup, mon cher Philippe, on va essayer de faire en sorte qu'il ne le rate pas. Allez, Monsieur Miguel donne pouvoir à Madame Ildirim, Madame Neza Najim donne pouvoir à Madame Moguin-Siar, Madame Mézi me donne pouvoir à moi-même, Madame Zaïter donne pouvoir à Madame Leblanc. Madame Rosette donne pouvoir à Monsieur Jalbi, Madame Taillot donne pouvoir à Madame Gentil, Monsieur Polia-de-Faille donne pouvoir à Madame Debourg, Madame Julien donne pouvoir à Monsieur Lage-d'Amont, Monsieur Garès donne pouvoir à Monsieur Chassin qui est en train d'arriver parce qu'il est un peu en retard, Monsieur Parnec donne pouvoir à Monsieur Brousse qui vient d'arriver, Madame Terqueux donne pouvoir à Madame Maury que j'ai vu, Monsieur Ray donne pouvoir à Monsieur Léonie qui, comme à son habitude, est en retard, Monsieur Ducourtieu donne pouvoir à Monsieur Gilbert Bernard, Madame Lesté donne pouvoir à Monsieur Cubertafond, Monsieur Virouleau, qui arrive tard, me donne également pouvoir, et jusqu'au 31 juillet, période de Covid, je vais permettre d'avoir 2 pouvoirs. Monsieur Larcher donne pouvoir à Madame Boucher, Madame Zianibé donne pouvoir à Monsieur Ochobi, et Monsieur Dia va arriver en retard. Monsieur Rigou est représenté par Madame Fayard, et M. Garestier est également représenté, je crois. Bien. Un mot très vite pour que vous ayez une information de ce qui se passe sur le chantier de la passerelle. Chantier qui, je le rappelle, comme tous les grands sujets politiques, a été initié par mes prédécesseurs, à charge de l'inaugurer, comme à peu tout ce que nous lancerons, qui sera à charge de mes successeurs de l'inaugurer. Donc, ce pont a connu, lors de son déploiement, de son lançage, précisément, une petite avarie. Cette avarie n'a rien de technique, ce n'est pas une erreur de calcul, c'est tout simplement une humaine d'un salarié d'une entreprise de droit privé. L'entreprise s'appelle Eiffage, laquelle entreprise a reconnu par écrit une faute humaine caractérisée et l'entreprise s'est engagée à ne pas faire supporter de surcoût à la collectivité. Donc, comment comprendre et connaître comment je fonctionne, la politique spectacle n'est pas mon truc. C'est pour ça que je me suis tenu une certaine forme de discrétion dans les médias, tant que tout ceci n'était pas réglé, parce qu'elle ne se transforme pas en deuxième stade de Beaublanc avec des procédures extrêmement longues, dans la mesure où l'entreprise reconnaît la faute et accepte de prendre en charge les surcoûts inhérents à cette faute humaine caractérisée, et s'engage à reprendre le chantier dès lors que nous en aurons convenu ensemble. Ça ne me paraissait pas utile de continuer à faire du buzz à ce sujet-là, parce que très souvent, ça braque les entreprises. C'est quand même des entreprises qui ont pignon sur rue. Moi, j'ai eu au téléphone et par écrit le DG France d'Eiffage Métal. Bon, dans la mesure où, encore une fois, ils reconnaissent leur erreur et leur faute, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est pour ça qu'on a eu une forme de discrétion. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à titre personnel et en nom, même si ce n'est pas de notre fait, je crois qu'on ne peut que compatir et comprendre la colère des usagers de l'autoroute et des habitants du territoire en particulier. Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est à nous de présenter des excuses techniquement, parce que nous ne sommes pas à l'origine de la faute, mais politiquement, oui. Donc, en votre nom, je fais dire aux usagers qu'on comprend tout à fait les tensions ont pu être les leurs, parce que nous sommes aussi, et avant tout des citoyens, usagers de la voiture, et nous-mêmes, on a eu à souffrir de cette situation dans nos vies personnelles et professionnelles respectives. Donc, encore une fois, dossier clos à mes yeux, pas de contentieux, l'idée qu'on reprenne le lançage du pont très rapidement. Ce qui a été convenu avec les services de l'État, c'est de ne pas retenter cette opération pendant les croisées des grandes vacances. Ça nous paraît raisonnable, parce que même si tout se passe bien, et je ne doute pas que tout se passera bien, ce n'est pas utile de bloquer l'autoroute pour ce type d'opération. Donc on fera ça à la rentrée. Voilà. Avant de donner la parole à Monsieur Le Treut, il convient de désigner un secrétaire de séance. C'est au tour de la commune de Panazol. Et Monsieur Bourillon, si vous l'acceptez, vous serez secrétaire de séance. Président. Bien, oui.
Je peux réagir à vos... Très vite, parce que M. Le Treut est contenu par le temps. Je sais qu'il doit prendre le train et je m'en excuse, mais sur cette histoire de passerelle, évidemment, les aléas techniques ne sont ni de gauche ni de droite, donc ce sont des aléas. Donc ça, on le comprend tout à fait. Je sais que les agents de Limoges Métropole, comme l'ensemble des techniciens sur ce chantier, ont été soumis à de la pression thématique, du stress. Donc autant que les gens qui ont subi toute la problématique. Voilà, je voulais quand même attirer votre attention sur le fait qu'un certain nombre d'entreprises et de commerces dans Limoges Métropole, à Limoges, en particulier au Palais-sur-Vienne, ont été particulièrement impactés par la situation. Et je voulais juste savoir, Président, si vous envisagiez un soutien, un accompagnement, une prise de contact, quelque chose au moins pour montrer à ces personnes qui ont été clairement impactées en termes de chiffre d'affaires ces derniers jours, puissent compter sur les pouvoirs publics une fois que la situation a été rétablie. Merci. Bien. Sur cette question, une réponse très directe. Il y aura une communication institutionnelle à l'égard de ces professionnels et de ces commerçants et artisans qui ont eu à pâtir de la fermeture temporaire de l'autoroute. Mais encore une fois, la faute en droit n'incombe pas à Limoges Métropole et pour des raisons évidentes de complexité d'instruction de dossiers et d'indemnisation, il n'y aura pas de processus d'indemnisation. Et je précise que cette question a été posée à la CCI, laquelle, Chambre de commerce et d'industrie, n'a pas jugé utile d'activer ce levier-là. Voilà pour ma réponse. On va d'ores et déjà entrer dans le vif du sujet. Monsieur Le Treut, je vous le disais, merci d'être là. Beaucoup de gens vous connaissent ici. C'est un honneur de vous recevoir pour moi à Limoges Métropole. Et je ne suis pas plus long. Je vous cède dès à présent la parole. Merci, monsieur. Et merci bien donc, pour cette invitation ici. Et donc, je vais essayer d'aller très vite sur le sujet. Donc, je vais parler de... Alors, mettre la slide d'avant, en fait. Voilà, qui dit un petit peu qui je suis au niveau scientifique. Hein. J'ai d'abord travaillé beaucoup sur les problèmes du changement climatique à grande échelle, à l'échelle de la planète. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je fais en plus de cela un travail sur la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, donc qui est aussi la nôtre, la vôtre ici. Donc je vais essayer de montrer comment on a passé progressivement d'une situation qui était une situation jouable un petit peu sur les enjeux climatiques à quelque chose qui est devenu tout à fait différent et qui engendre en fait aussi des pratiques et puis des nécessités qui seront assez différentes. Donc, alors, voilà, la slide suivante, oui. Voilà, donc je vais parler du climat, du système climatique. Donc c'est un système qui est complexe, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'est en fait quelque chose qui définit un élément qui est très différent de la météo, de ce qu'on appelle des choses un petit peu plus ponctuelles. Le système climatique se développe sur des durées sur des temporalités qui vont à celles du siècle, le 10e de siècle. Donc on engage tout à l'heure le futur de manière extrêmement forte de ce système climatique qui a donc une complexité assez grande, avec aussi, dont je ne reparlerai pas trop fortement, peut-être un tout petit peu en conclusion, c'est-à-dire la biodiversité, la présence humaine, c'est-à-dire aussi le lien avec les droits de l'homme, avec des strictement scientifiques, mais qui sont elles-mêmes très importantes. Alors, parmi les outils qui mettent en jeu le système climatique, bien sûr, là, on parle toujours de ce que fait le Soleil. Le Soleil, en fait, ce système climatique. On oublie très souvent aussi le fait que la Terre tourne sur elle-même. Donc, on a des outils qui sont des outils qui sont impossibles à ignorer. On est face à des choses qu'on doit comprendre
le mieux possible. Donc vous avez ici un diagramme qui vous montre ce que c'est qu'un modèle climatique, j'y reviendrai plusieurs fois. Un modèle climatique, c'est une manière de représenter, grâce à des équations, grâce à ce qu'on appelle des capacités de ce qui se passe dans le monde virtuel, dans le monde réel. Donc là, vous avez un travail qui consiste à essayer la planète artificielle. Et la fabrication de cette planète artificielle, c'est le travail de peut-être 40 d'une centaine de personnes pendant 30 ans. C'est quelque chose qui prend un temps énorme. Ce sont des outils qui sont extrêmement difficiles et sont guidés dans ce que peut devenir le climat par la suite. Alors je voulais donner quelques dates parce que très souvent c'est assez mal compris ce climatique avec un report qui est fait souvent de manière un peu rapide. Voilà, les scientifiques ont fait leur travail, que font les hommes politiques par exemple. Chose qu'on entend souvent. Ce qu'il faut voir, c'est que la manière dont s'est développé du climat est quelque chose de très progressif. Les premiers soupçons d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les années 50. La question à l'époque, c'est de savoir si on pouvait observer des petits de CO2 dans l'atmosphère. Je passe un petit peu quelques-unes des dates ici, mais pour dire que on parle le sommet de la Terre, de se parler d'une époque où le changement climatique, c'était avant comment nourrir la planète. Et ça reste quelque chose d'important. Les vrais débats sur les problèmes du climat sont venus dans les années 70. Il y a un rapport Charney. Alors Charney est un scientifique adulé dans le monde scientifique, d'autant plus qu'il est décédé un petit peu après sa mort. Mais ce rapport dit à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir à ce moment-là sur les enjeux climatiques. Et aujourd'hui encore, les résultats qu'il a obtenus sont des résultats qui sont très utiles, sauf que la différence, c'est qu'entre ce qui s'est passé dans les années 70 et ce qui se passe aujourd'hui, on est lié à des émissions de gaz à effet de serre qui n'ont rien à voir en termes de quantité et donc en termes d'impact qu'on peut avoir sur lesquels on habite. Alors, une chose qu'on peut faire remarquer, c'est que ici, il y a des dates qui suivent. Le rapport Charney, donc, est un rapport qui est donné à l'Académie des sciences américaines. On a derrière ça un mondial de recherche sur le climat qui lui-même a généré le GIEC. Et derrière le GIEC, les sommets de la Terre de Rio qui mettent en place des structures pour essayer de voir comment fonctionne le système climatique. On est donc dans les années 80. Et à ce moment-là, on quitte un petit peu ce qui est jusqu'alors un travail uniquement qu'on pouvait concevoir uniquement via des équations, via des choses qui se mesurent à la science. Et puis à partir de ces années 92, 98, dans un moment où tout est visible, et pourtant un moment où finalement on a de plus de mal à réussir à des protocoles qui fonctionnent. Le seul qui a fonctionné à peu près, c'est celui que j'ai marqué en 15, c'est très tard, l'accord de Paris. Et cet accord de Paris, on sait qu'il n'est pas tenu de manière très, très rigoureuse jusqu'à présent. Alors, slide suivante. Ce que je voudrais montrer, très rapidement, c'est le fait que aujourd'hui, ces émissions, on peut les voir se manifester de manière très, très claire. Vous avez ici, depuis les années 60 jusqu'à 2018, ce sont les émissions de gaz à effet de serre sur cette période. Certains croient que c'est un cumul, au sens où, effectivement, chaque année, on en met un peu plus, parce qu'il y a des années, au début, où on met 10 milliards de carbone par an. Quand on regarde la fin de la courbe, on est à 40 à peu près millions de tonnes de carbone par an. C'est-à-dire qu'on est face à un problème qui est beaucoup plus fort aujourd'hui, avec un cumul qui a lieu aussi, c'est-à-dire que ces gaz à effet de serre restent très longtemps dans l'atmosphère, de l'ordre d'un demi-siècle quand on regarde
siècle, disons, au bout d'un siècle, la moitié à peu près du carbone est toujours là, présent. Donc on est face à des choses qu'on n'efface pas aujourd'hui. Et cette idée que c'est un problème qu'on ne peut pas effacer, est quelque chose qui est souvent très mal comprise jusqu'à... Alors, slide suivante. On peut voir par contre certains schémas, alors ça vient du dernier rapport du GIEC, un des 3 derniers rapports du GIEC. On peut voir à gauche, si vous regardez bien, un petit schéma qui vous montre qu'on est sur une période assez longue cette fois. Et on a l'observateur à droite qui vous montre qu'on a eu en très peu de temps une augmentation extraordinairement rapide des températures. C'est quelque chose qui ne s'était pas vu depuis l'Holocène, c'est-à-dire depuis à peu près 20 000 ans. On est sorti à cette époque-là avec quelque chose qui s'est dégagé en quelques décennies. On peut voir ça, le diagramme d'à côté, c'est un petit peu compliqué, je pense que je regarde en détail, mais ça montre clairement que les activités humaines sont responsables de ces émissions, et que ces émissions qui sont responsables, quand on regarde en fait comment ces choses se défacent à un système qui continue de croître fortement parce que les effets de serre continuent de croître aussi. Alors, il y a ça une autre considération qui est importante. Les émissions de gaz à effet de serre sont des émissions qui se... donc, quand on regarde ce schéma, on a ici les émissions de gaz à effet de serre pays, et ces émissions d'effet de serre par pays, c'est quelque chose donc très fortement de ce que les pays savent faire, de tout ce qui de tout ce qui peut être différent d'un moment à l'autre. Donc ici, c'est un petit peu paradoxal, on a des gaz à effet de serre qui restent longtemps dans l'atmosphère, mais ils se stockent aussi dans l'atmosphère sous forme un petit peu d'éléments qui vont être très différenciés par rapport aux différents pays de la planète. Alors, passez suivant. Je vais signaler ça rapidement, il y a un acte très très fort qu'on oublie, alors peut-être encore plus ici, loin des océans, mais une partie de tout ce qui se stocke dans l'atmosphère se stocke dans l'océan. On a en fait les premiers symptômes de choses qui sont réversibles en fait en termes d'évolution du système climatique. Le chauffage qui est produit est un chauffage sur la planète et qui a donc des effets un petit peu partout et toujours croissant. Une autre slide. Voilà, ça c'est pour montrer que ces gaz à effet de serre sont vraiment des gaz qui se mélangent partout sur la planète. Alors il y a un petit film qu'on peut faire passer éventuellement qui vous montre que ce qui est en rouge là, c'est dans une situation différente. Ce que sont les gaz à effet de serre, ces gaz à effet de serre donc, qui vont empêcher de se refroidir et qui sont des gaz tout le temps sous l'effet des mouvements de l'atmosphère. Hein. Donc on a en rouge les gaz à effet de serre et puis en gris un petit peu le mouvement de l'atmosphère qui génère tout ce qui se produit chez nous. Donc on est face à un système que l'on ne maîtrise pas complètement. Si on parlait d'avoir une manière d'envisager le problème à l'échelle mondiale, il faudrait savoir qui seraient les gagnants ou les perdants, hein, qui pourrait être qui pourrait être la personne qui va définir ce qu'est une action collective au niveau mondial sur ces enjeux-là. C'est pas quelque chose qui sont... Alors, il y a aussi une chose qui m'a frappé, je vais rapidement, mais on a eu un rapport du GIEC qui a été un rapport destiné à voir comment on pouvait faire pour rester sous les barres des 1,5 degrés. Alors 1,5 degrés, ça a été une barrière, enfin un niveau qui a été conçu pour rester sous un angle
à peu près cohérent avec ce que l'on peut faire aujourd'hui. Alors, vous avez 4 en termes de résultats. Maintenant, en termes de possibilités, on n'est pas tout à fait sur la même ligne. Vous avez ici 4 scénarios. Un scénario, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester sous les 1,5 degrés? Et c'est celui de gauche, elle est très très vite. Alors c'est quelque chose qui s'est fait à la demande d'un certain nombre de pays pendant les accords de Paris, que j'avais participé. C'est des choses qui ont demandé effectivement une réflexion très importante. Et puis surtout, si on regarde ce qu'il faut faire, on a 30 ans là pour avoir, à l'échelle de la planète, atteint une neutralité carbone, c'est-à-dire avoir cette débarrasse de tout ce qui est lié aux émissions de carbone. Donc quelque chose d'extrêmement difficile à tenir. Quand on regarde les scénarios 2, c'est aussi extrêmement difficile à tenir. Il y a de fabriquer des puits de carbone, c'est pas très facile. Il y a eu beaucoup de tentatives, c'est pas toujours été couronné d'effets. Vous avez aussi le scénario, alors qui est nommé P3 ici, qui est un troisième scénario où on utilise aussi la biodiversité, en particulier au niveau de la végétation, pour essayer de créer des puits de carbone. Tout ça marche pas très bien. Et en tout cas, ce n'est pas surtout suffisant pour empêcher cette évolution, qui est une évolution très forte. Et le dernier schéma, c'est un schéma qui m'a vraiment frappé, parce que qu'est-ce qu'il dit? On va certainement aller vers un dépassement de ces enjeux. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'évolution qui continue d'être une évolution rapide des émissions. Cette évolution rapide n'est pas prête de cesser. Je l'ai dit qu'on est des engagements qui sont à l'échelle bon, on ne peut pas donner des chiffres, mais c'est des choses qui vont engager le futur sur des durées extrêmement longues, au moins les décennies qui viennent maintenant, mais même au-delà, beaucoup plus. Donc, face à ça, on a un besoin qui est celui de voir comment on peut évaluer ce qui se passe dans les territoires. Alors les territoires, c'est quelque chose qui réunit tous ici. La manière de concevoir en fait ce qui peut se passer, c'est de se dire qu'on a 2 missions très fortes quand on est au niveau des territoires. La première, c'est de participer avec tout le monde à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième, qui est aussi dans nos textes, c'est de dire comment on peut, cette fois, être en situation de protéger nos territoires. Alors cette protection des territoires, ça devient quelque chose d'absolument nécessaire, dans la mesure où ces émissions sont croissantes, continuent d'être croissantes. On doit être en situation de faire ce travail-là et de définir des solutions pour le futur à partir de cette évolution des territoires. Alors, on a travaillé, donc c'était, je vais montrer un petit peu qu'était le Acclimatera. Bon, je pense que certains le connaissent, mais c'est un travail qu'on a fait en région Aquitaine, puis Néo-Aquitaine, qui a pris une dizaine d'années pour essayer de savoir comment fonctionne ce système. Ce qu'on peut voir, c'est que vous avez des éléments multiples qui font que, quand on regarde le changement climatique régional, il est adossé à beaucoup de choses. L'enneigement, les rivières, on ne peut pas rentrer trop enfin, on ne peut pas détailler cela de manière immédiate aujourd'hui, mais on est face à un système qui est complexe, et ce système complexe, il faut essayer de voir comment on peut le gérer. Alors, slide suivante. Donc, je voudrais juste pour enfoncer le clou un petit peu, dire qu'on est concerné par l'adaptation. L'adaptation, ça concerne des changements qui sont désormais inévitables, on l'a dit, on ne peut pas empêcher ce que la planète décide pour nous. Et ces changements qui sont inévitables doivent être liés avec ce qu'on veut essayer de faire comme atténuation, qui nous permet... alors l'adaptation, je l'ai mis en fait en haut, qui concerne les changements inévitables. C'est ce qu'on va essayer de faire pour se protéger. Et puis à côté de ça, on doit essayer de faire notre mieux pour atténuer en fait les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça ne peut pas se concevoir sans des réflexions qui sont beaucoup plus proches
proche en fait de ce qu'on est socialement, dans les réflexions sociales, en compte des enjeux de biodiversité. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire en Aquitaine, j'ai essayé de mettre une ou deux slides qui permettent de le décrire. Vous avez ici ce qu'on a fait sur les rapports de la Climatera. Alors c'est le second chapitre, hein, avec un paragraphe qui est la mise à jour de ce qu'est. Dans le deuxième paragraphe, on est plutôt sur des thèmes différents. On a, à un moment donné, réussi à joindre des différents travaux, à peu près 400 personnes qui ont travaillé pour essayer de savoir comment fonctionne une région comme la région Aquitaine, avec des enjeux donc, qui sont très, très différents. Et on a essayé de regarder cela, non pas via les différents types d'expertise scientifique qu'on peut avoir de manière directe, mais plutôt vis-à-vis des enjeux qui sont posés, et de voir comment ces enjeux qui sont posés peuvent être traduits ensuite en décision, hein, et en décision pour essayer d'aller un peu en avance. Donc, je crois qu'il y a énormément qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer justement de casser cette espèce de barrière qui fait que du mal, je l'ai montré tout à l'heure, à passer vers des éléments qui sont évidemment directement, qu'on peut mettre directement en action. Et alors vous verrez, là, on parle de droit de l'environnement, on parle de ville-territoire, on parle de zone humide, on parle de gouvernance. À chaque fois, ça a été le travail d'un groupe d'une quinzaine de personnes pour essayer de définir ce que pouvaient être ces apports d'Acclimatera. Alors, dernier point, je voulais quand même dire que, bon, bien sûr, quand on essaie de regarder ces vulnérabilités dans un contexte qui est un contexte un peu plus local, que c'est ce que fait l'adaptation au changement climatique, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul sur la planète. Alors il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Il y a une slide que je n'ai pas mise. Les gaz à effet de serre, on sait mesurer, permettent de mesurer un peu ce qui se passe, enfin, la manière dont on peut gérer avec nos modèles les gaz à effet de serre permet de savoir ce qui va se passer dans le futur, parce qu'on a une image du passé. Et donc le passé nous permet d'anticiper ce qui va être le futur. Donc dans les 20 prochaines années, on sait à peu près ce que vont être les évolutions, comment elles vont se manifester, qu'est-ce qu'elles vont nous provoquer. C'est des surprises, parce que ce n'est pas des choses qu'on est capable d'anticiper ville par ville, ou c'est des choses qui souvent viennent un petit peu avec un certain niveau de hasard, mais on le voit déjà, on le verra, c'est des choses qui vont aujourd'hui très vite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est très important effectivement de regarder les zones vulnérables, d'anticiper ce que sont ces zones vulnérables, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas rester incapable de réagir dans ces domaines-là. Voilà. Alors, dans le travail qu'on a fait, on s'est rendu compte aussi que c'est très important, on voulait que ce que l'on a fait puisse toucher beaucoup de gens, c'est d'être capable de trouver des manières d'interagir avec les populations sur lesquelles sur lesquelles on a travaillé. Donc ça veut dire être en situation aujourd'hui de dire ce que peuvent être l'apport en fait, de ce qui se fait au niveau de chaque personne, au niveau groupe. Ça veut dire aussi, et je finirai là-dessus, on parle beaucoup de ce qu'a fait le qui est énorme sur l'évolution des émissions de gaz à effet de serre, la manière dont elles suivent, la manière dont elles changent. Au-delà de ça, on a aussi de la biodiversité, on a aussi l'humain, on a aussi des choses qui se développent dans un cadre très, très différent.
Et on a besoin, en fait, on a besoin de prendre cela en compte de manière extrêmement précise aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation où tout n'est plus possible, je l'ai montré, comme tout n'est plus possible, on a des besoins d'arbitrage. Ces besoins d'arbitrage, ils se font sensibles, ils se font déjà sentir très fortement un peu partout dans l'atmosphère, et donc il faudra les prendre cette fois en compte de manière précise. On n'est pas... Voilà. Donc, je pense que c'est les choses essentielles qu'on peut dire. Et je vais m'arrêter là pour tenir mon temps. Merci, monsieur Le Treut. Présenté court, mais sur vos tablettes, un document, le condensé qui vous a été transmis. L'idée, en vous invitant ici, monsieur, c'est vraiment de sensibiliser cette thématique. Nombre d'entre vous le sont déjà, mais c'est un sujet quelle que soit la couleur des bancs sur lesquels nous siégeons, c'est un sujet aux collectivités locales, qui doit s'imposer aux collectivités locales dans leur politique publique au quotidien. Et donc, merci. Je sais que vous avez un train, donc je vais vous raccompagner jusqu'à la voiture. Est-ce que vous avez très rapidement une ou deux remarques qui vous viendraient à l'esprit, mais rapidement, si tel est le cas? Oui, Gilles. Oui, merci pour vos explications. J'ai envie de vous poser la question, faut-il être pessimiste ou optimiste? Je pense qu'il faut surtout avoir envie de définir ce que sera le monde futur. Je crois que déjà, en fait, quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé du dernier siècle, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Enfin, moi, depuis la naissance de beaucoup de gens ici, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à concevoir un monde qui soit nécessairement différent. L'idée qu'on puisse revenir à un monde qui aurait été au monde d'hier, c'est quelque chose qui est impossible aujourd'hui. Donc on est cette nécessité très forte d'inventer des choses nouvelles. Pour ça, je pense que l'éducation est très, très importante. Il y a énormément qui est associé à cela. Et avant l'éducation, il y a des enjeux. Je crois qu'il faut faire attention à une chose, c'est qu'effectivement, on a vécu pendant une manière d'alerte, en fait, sur les changements climatiques. Ça ne suffit pas à comprendre tous les enjeux. Il y a beaucoup de complexité. Donc, imaginer, faire, et il faut s'imprégner de ces complexités pour pouvoir agir dans le futur. Si on peut définir les choses en termes de savoir si on y croit ou si on n'y croit pas. Enfin, il faut essayer de faire. Merci, monsieur. D'autres remarques? Oui. Oui, merci pour votre présentation. En tant qu'élu, bien sûr, ça fait partie de nos préoccupations, mais il y a aussi une autre préoccupation qui est l'impact social que représentent, bien sûr, ces changements. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est comment concilier ces défis avec ces considérations sociales, et notamment pour les populations les plus défavorisées. Je pense que quand moi j'ai parlé d'un domaine un petit peu précis, mais quand on parle de changement climatique lié aux gaz à effet de serre, on est sur un domaine qui est très précis, mais en même temps, on voit bien qu'on est obligé de prendre en compte effectivement la biodiversité, de prendre en compte tout ce qui est lié aux activités humaines. Donc, c'est des choses qu'on ne pourra plus isoler les unes des autres. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un ensemble de nécessités qu'on doit considérer comme étant formant un tout. Et donc déjà, l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, c'est des choses qu'on ne devrait pas séparer. Et quand on va dans des domaines encore un peu plus lointains, je crois qu'on doit encore plus faire attention à ne pas séparer tout ce qui fait
la conquête du monde ne se limite pas aux équations, elle va très au-delà. Une dernière remarque avant de vous libérer? Oui. Merci beaucoup de présentation. Je voulais juste savoir, vous avez dit que on a commencé à y penser aux années 50. Est-ce qu'on a commencé à comptabiliser ou à faire des études à partir de cette année? Je n'ai pas bien compris. Pour les effets de serre. Je n'ai pas compris non plus la question. Alors. Vous avez dit qu'on commençait à s'intéresser à l'effet de serre des années 50. Or, il paraît que c'est largement avant. C'est pour cela que je voulais avoir une confirmation. Disons que Merci. Ce qui a été vu dans les années 50 sont des choses mesurables avec les instruments de l'époque. Il y a eu avant, effectivement, avec en particulier le charbon, avec mais c'est en termes de volume, c'est quelque chose qui est très inférieur à tout ce qu'on a eu. Donc l'histoire que j'ai essayé de raconter, au niveau impactant, c'est une histoire qui est plus récente et qu'on fait à ce moment-là, parce que c'est le moment où on se rend compte que les océans seront tout ce qu'on émet dans l'atmosphère. Donc voilà. Monsieur Bernard, la dernière. Oui, vous avez entamé assez remarquable au niveau de la région Aquitaine, il y a à peu près plus de 10 ans, je crois maintenant, à une époque où le Limousin ne faisait pas partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on y est. Est-ce que vous avez pointé des enjeux ou des questionnements nouveaux propres à notre territoire concernant l'enjeu climatique? Alors, bon, moi je ne suis pas familier en fait de ce territoire de manière extrêmement marquée. Par contre, ce qui est certain, c'est que à peu près tout ce dont on a parlé devient des enjeux différents au fil du temps. C'est ce que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui est changeant. C'est vrai pour les littoraux, c'est vrai pour un peu tout ce qu'on veut citer dans ce que j'ai montré. On est face à un système qui bouge et il faudra le prendre en compte. Et ça, c'est un peu souterrain. Hein. Il y a des événements très, très drastiques. Puis après, il y a aussi beaucoup de choses qui se font silencieusement, hein, qui avancent et qu'on doit prendre en compte de cette manière-là. Bien, merci monsieur. Je passe la présidence à Bernard Talamy, le temps de vous raccompagner. Bien, donc, chers collègues, je vous propose de démarrer notre conseil communautaire. Donc, un mot de préambule que le président souhaitait vous faire partager. Il voulait évoquer les communes de Limoges Métropole qui ont connu les plus forts taux de participation aux dernières élections législatives et souligner qu'au premier tour de ces élections, il s'agissait de notre ami Pascal à Verneuil-sur-Vienne avec un taux de participation de 61,8%. Et je vais faire de l'auto-félicitation, mais bon, c'est au deuxième tour. Il s'agit de la commune de Reil avec un taux de participation de 69%. Donc c'est noté, monsieur Bernard. Alors pour traiter, pour entrer dans le sujet en lui-même, donc le procès-verbal du Conseil communautaire du 5 mai dernier donc, vous a été adressé. Est-ce que vous avez des remarques particulières à faire à ce propos? Non? Donc ok, donc on considère qu'il est adopté et nous allons passer à l'approbation des délibérations inscrites à l'ordre du jour. Alors avant de démarrer cette partie-là, 2 motions d'urgence ont été remises. La première motion a été remise par Pascal Robert. Il s'agit d'une motion relative à l'accompagnement des collectivités locales par l'État. Ces 2 motions sont sur table. La seconde a été remise par Émile Roger Lomberti et concerne la loi climat et résilience du 22 août 2021 et notamment l'application de l'objectif zéro artificialisation nette, sujet que nous avons encore hier soir en conférence des maires sur le travaux sur le
PLUI. Donc il conviendrait dans un premier temps de voir si ces deux motions recueillent aval et donc de regarder si, de votre point de vue, elles peuvent être en fin de séance. Oui, la question qui vient de vous être posée par le Premier vice-président, est-ce que vous accordez l'urgence de ces deux motions? Y a-t-il des oppositions sur ce caractère d'urgence? Merci. Donc elles seront lues en fin de séance. Passons aux choses sérieuses, concrètes du CI, à savoir les finances. Monsieur le Président, mes chers collègues, petite partie pour moi ce soir. La première délibération qui vous est proposée concerne le budget assainissement, décision modificative numéro 2. C'est une modification liée à une avancée de travaux pour une fois, on ne peut pas s'en plaindre, et donc il nous oblige évidemment à faire quelques changements. Le 1.2, d'ailleurs, mise à jour des autorisations de programme et crédits de paiement, il vous est demandé de modifier l'autorisation de programme et les crédits de paiement et d'autoriser le président engagé, liquidé et mandaté les dépenses correspondantes au crédit de paiement 2022. On vote à chaque fois, Guillaume? D'accord. 1.3. Perte sur créance irrécouvrables. Il est demandé d'autoriser le président à se prononcer favorablement sur les pertes sur créances irrécouvrables qui seront constatées au compte 61, créances admises en non-valeur pour un montant de 28 571,30 € et au compte 6 542, créances éteintes pour un montant de 9 163,08 €. De ne pas admettre en non-valeur la somme de 301,14 dont le recouvrement est certain. En fait, c'est une somme qui avait été admise en non-valeur, qu'on souhaitait proposer en non-valeur, mais qui en fait a été recouvrée. Voilà. La 1.4 concerne une garantie d'emprunt, délibération habituelle ici. Pour le logement social, Noalis, acquisition en vente en l'état futur d'achèvement, BFA, de 5 logements impasse Renoir à Limoges, contrat de la Caisse des dépôts et consignations numéro 128 633. Il vous demandait de valider cette garantie d'emprunt à hauteur de 50%, comme nous le faisons régulièrement, sur le prêt de 261 714 contracté pour cette opération. Enfin, la délibération 1.5 concerne une garantie d'emprunt également pour le logement social Noalis, opération Terre des Vignes, construction de 8 logements rue Olympe de Gouges à Condat-sur-Vienne, contrat de la Caisse des dépôts et consignations numéro 129 162. Il vous est demandé de valider cette garantie d'emprunt à hauteur de 50% sur le prêt de 824 933 contracté pour cette opération. Bien, merci Pascal. À noter bien sûr que si vous souhaitez que les votes soient dégroupés, c'est possible. On les fait grouper pour simplement gagner du temps. À noter que Mme Moguin-Sicard se déportera sur le vote de la 1.4 et de la 1.5 concernant Noalis. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité? Merci. Jean-Luc Bonnet, vous nous parlez s'il vous plaît des ressources humaines et des moyens généraux? Oui, 2 points très rapides, donc, qui ont été vus l'autre jour en commission. D'abord, concernant le tableau des emplois budgétaires, il y a eu un avis favorable du dernier comité technique en date du 29 juin 2022. Donc, il vous est demandé de donner votre accord aux propositions faites et d'adopter le tableau des emplois budgétaires correspondant à 845 postes, sachant que les crédits nécessaires sont inscrits au titre du budget de l'année en cours. Ok. Bon. C'est formel tout ça, pas de questions, pas de position, pas de mention, adopté, merci. Dernier point concernant les moyens généraux, c'est la fourniture et la prestation paysagère pour les besoins de Limoges Métropole. C'est le lancement de la procédure en Avers, c'est un marché qui se termine, qui est clos en décembre 2022. Donc il vous est demandé là aussi d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer l'accord cadre avec l'attributeur retenu par la commission d'appel d'offres. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Fabien Doucet, fonctionnement. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, il vous est demandé de prendre acte des informations et des rapports annuels établis par les délégataires des services publics relatifs à l'année 2021 et donc qui portaient sur la STCLM, les transports en commun de Limoges Métropole, l'espace, la société Espace pour l'exploitation du Zénith. On avait les rapports concernant les parcs en ouvrage sur la ville de Limoges et également sur les réseaux de chaleur. Et juste précision, le rapport concernant l'Aquapolis a été déporté au mois de septembre de cette année.
Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Développement économique, Émile Roger-Lamberti. Oui, une série de délibérations. D'abord, la 5.1, c'est l'avenant de prolongation de la convention de partenariat entre Limoges Métropole et la région de Nouvelle-Aquitaine, relative à la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et aux aides aux entreprises. Il vous est demandé d'approuver la prolongation de cette convention signée en 2018 entre la région Nouvelle-Aquitaine et la Limoges Métropole jusqu'au 31 décembre 2023 et d'autoriser le président à signer l'avenant correspondant. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Désignation d'un représentant de Limoges Métropole au conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Limoges et du nord de la Haute-Vienne. Il vous est donc demandé de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de ce comité d'administration. Les noms vous sont donnés par le président. Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Donc nous allons procéder à un vote à main levée, enfin un vote classique. Le titulaire qui vous est proposé pour siéger est Bernard Talamy et le suppléant Pascal Robert. Je m'excuse auprès de ceux qui avaient postulé pour ce poste. On a tout simplement respecté les délégations communautaires. Donc Bernard ayant en charge toutes les questions qui touchent directement ou indirectement au sujet agricole, ça me paraît logique que ce soit lui qui siège. Et Pascal étant le maire de la commune sur laquelle se situe l'établissement, ça me paraît également logique qu'il soit dans la boucle. Y a-t-il des oppositions à ces deux désignations? Des abstentions? Adopté. Félicitations, messieurs. À noter que vous ne pouvez pas participer, vous deux, au vote. Merci. Émile? Le soutien financier à l'Astral pour le projet recrutement inclusif. Il vous est demandé d'approuver ce partenariat et d'accorder une subvention d'un montant de 2 000 € à l'Astral. Et j'y vais, non. Et la prochaine Esther, Technopole, projet de construction d'un centre de ressources électroniques hyperfréquence photonique. Lancement du marché de maîtrise d'œuvre en procédure avec négociation sous forme d'un concours restreint. Il vous est demandé donc d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme de concours restreint, d'approuver la composition du jury et de prendre acte de la désignation par le président des personnes et personnalités qualifiées qui seront associées, de décider qu'une indemnité sera accordée le cas échéant aux membres du jury en compensation des frais induits par l'examen de leur fonction, par l'exercice de leur fonction, et d'autoriser le président à signer ce marché avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres composée en jury. Merci, monsieur le maire. Des questions sur ces deux délibérations? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. 6-2 à 6-6. Alors, Parc Esther, installation d'un espace sport loisirs, cession d'une parcelle à la CI Sport Loisirs. Donc, il vous est demandé d'abroger partiellement la délibération 218 décembre 2019, à ce qu'elle a validé les modalités à disposition par la CELI du bâtiment considéré dans le cadre de bail en l'état futur d'achèvement, d'approuver l'offre de cette SCI pour l'acquisition d'un foncier d'une superficie de 2920 carrés environ et d'un bâtiment représentant une emprise au sol de 900 m², de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 35 € hors taxe le mètre carré pour le terrain de 90 000 € hors taxe pour le bâtiment et de 28 730 € hors taxe pour les frais d'études, soit un montant global estimé à 221 000 € hors taxe. Parc Esther Technopole, cession d'une parcelle de terrain à la société Advitam Formation, demander d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'un foncier d'une superficie de 3613 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 35 € hors taxe le mètre carré. Toujours à Esther Technopole, vente d'une parcelle, d'accepter l'offre de la société pour l'acquisition, la société BE Énergétique,
l'acquisition d'un foncier d'une superficie de 1416 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente moyennant un prix de 32 € hors taxe le mètre carré. Toujours à Esther, la cession d'une parcelle à Noalis, d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'un foncier d'une superficie de 2092 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 32 € hors taxe. Et enfin, la location d'un bâtiment à la SCI Racia. Il vous est demandé d'autoriser la CELI à louer à cette société un bâtiment d'une superficie de 670 m², de donner un avis favorable à la conclusion d'un bail commercial d'une durée de 12 ans ferme avec option d'achat à partir de la 6e année et d'autoriser une sous-location à la société Oncomédix pour un loyer de montant de 140 € hors taxe le mètre carré, hors charge et par an. Merci Émile. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? À noter que je ne prends pas part au vote sur la 6.2 et 6.6 en raison de mon statut de président de la CELI. Gaston, s'il te plaît. Parc d'activité de la grande pièce, cession d'une parcelle de terrain à la société Fontaine ou toute personne physique ou morale s'y substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'une parcelle de 4080 m² et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 26 € hors taxe le mètre carré. 7.2. Parc d'activité de la grande pièce, cession d'une parcelle de terrain au profit de la société Integra System ou toute autre personne physique ou morale s'y substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'une parcelle de 6675 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 25 € hors taxe le mètre carré. Et enfin, toujours parc d'activité de la grande pièce, cession d'une parcelle de terrain au profit de la société Transport Océan ou toute personne physique ou morale s'y substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'une parcelle de 5130 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 25 € hors taxe le mètre carré. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Donc en l'absence de Jean-Yves Rigoux, je passe la parole à Émile Roche-Lamberti pour présenter la partie relations avec l'université et l'innovation. Émile. Stratégie d'innovation territoriale, soutien au programme d'action 2020 de l'Université de Limoges. Il vous est demandé d'approuver ce soutien financier ainsi que le versement d'une subvention maximale de 180 000 € au titre du programme d'action 2022, s'inscrivant dans les orientations fixées par la convention tripartite entre l'Université de Limoges, la ville et la ville de Limoges, et d'autoriser le président à signer la convention d'objectifs et de moyens. Des questions? Enfin, des questions? Des oppositions? On prend pas part au vote? Ok. Vincent Jaby ne prend pas part au vote. Madame Elim non plus. Pas d'autres déports. Adopté, merci. Je poursuis. Enfin, il vous est demandé de prendre acte les mémoires de l'esclavage dans le cadre du Festival des Francophonies, de prendre acte de ce projet partenariat associant la commune de Rilhac-Rancon et l'Université de Limoges. Des questions? Des oppositions? Madame, oui, pardon. Oui, pardon, excusez-moi. C'est peut-être pas pertinent. Je me demandais si les établissements scolaires comptaient sur le soutien de la collectivité pour éventuellement de déplacement d'élèves pour aller visiter cette exposition. Ça s'adresse à la communauté urbaine, pas à l'université, ni à la ville de Rilhac plus spécifiquement. Votre question, c'est de savoir si on peut faciliter l'accès des scolaires à dès lors que ou les établissements qui en ont la compétence en font la demande, ou les collectivités, en l'occurrence si c'est des écoles, les communes qui en feraient la demande, la réponse est oui. D'autres remarques? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Grands équipements, Fabien? Oui, Monsieur le Président, un sujet qui
nous anime depuis quelques temps maintenant, et je vais faire un bref retour. La patinoire olympique donc, du territoire de la ville de Limoges, qui date de 1982 et qui devient obsolète. La ville de Limoges a investi massivement depuis 2014 plus d'1 million d'euros pour la maintenir en état et permettre son fonctionnement dans des conditions de sécurité et de confort optimales. Se pose désormais la complexité de l'approvisionnement en gaz réfrigérant et des coûts futurs d'entretien. Ainsi, la ville de Limoges a fait savoir qu'au-delà d'un horizon à 2026, il deviendrait très compliqué de mettre cet équipement pour l'utilisation normale et en toute sécurité, ce qui nous a fait poser à de multiples reprises, et notamment de multiples conférences des maires, réunions et groupes de travail, la possibilité, dans le cadre de la compétence des grands équipements permettant le rayonnement et l'attractivité du territoire, de déclarer d'intérêt communautaire une nouvelle patinoire. Donc, c'était une fiche projet du projet de territoire qui a été voté par cette Assemblée, je vous le rappelle. Et donc, ce soir, il vous est demandé de reconnaître l'intérêt communautaire d'une nouvelle patinoire olympique sur le territoire de la communauté urbaine de Limoges Métropole. Y a-t-il des questions ou des observations? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Je vous en remercie. Merci Fabien. Monsieur le Président, deuxième délibération. Avant, je tiens à remercier l'ensemble des élus de cette unanimité. Et donc, nous allons maintenant pouvoir commencer à travailler réellement sur ce projet. Et donc, c'est l'objet de cette deuxième délibération où on engage le lancement d'une consultation d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec différentes étapes, sachant que la première, qui sera primordiale et prépondérante dans le projet, va constituer en des études de sol sur le terrain qui est contigu à l'Aquapolis, puisque c'est le temps envisagé pour des raisons évidentes de mutualisation en termes de parking, en termes de réseau de froid et de chaleur, et en termes d'attractivité de l'endroit, puisqu'on se retrouvera avec l'Aquapolis, la patinoire, Esther Technopole, le Zénith, des cinémas et des pôles de restauration. Et il nous faut vite savoir si le terrain est susceptible d'accueillir à des coûts contenus et raisonnables cet équipement. Donc il vous est demandé de prendre acte du lancement de la consultation sous la forme d'un marché à procédure adaptée concernant cet AMO. Oui, madame. Oui, comme vous venez de le rappeler, Monsieur Doucet, la localisation près de l'Aquapolis semble complètement pertinente, et c'est ce qui est développé d'ailleurs ici. Et du coup, moi, je me demandais s'il faut vraiment laisser entendre que d'autres hypothèses de lieu doivent être également étudiées, comme c'est exprimé, ou est-ce que c'est simplement une nécessité formelle? Voilà, merci. Très bien. Alors, c'est une bonne question. La vraie difficulté qu'on pourrait rencontrer, c'est si ce lieu-là n'était pas envisageable pour des raisons de sol, de mauvaise qualité du sol. Et là, ça serait un vrai coup dur dans le projet, puisqu'il faudrait qu'on se retourne vers un autre lieu qui ne nous permettrait pas la mutualisation des parkings, des réseaux de froid et des réseaux de chaleur. Alors, je vous m'excuserai mon optimisme, mais on va tout faire pour que ce soit possible. Par contre, la nature et la qualité des sous-sols, 100 mètres au-dessus, avaient permis la construction de l'Aquapolis. J'ose espérer que 100 mètres plus bas, mais vous savez, à 5 mètres près, vous le savez aussi bien que moi, c'est compliqué. En tout cas, je vais rester optimiste, et on va rester dans cette optique-là, parce que c'est la vraie solution pour notre territoire et pour nos finances, cher Pascal, et je te regarde en disant ça, puisque si le sol n'est pas bon et la qualité du sol n'est pas bonne, le coût de l'opération pourra s'en être majoré. Donc oui, mais avec un coût supplémentaire, cher Émile. Donc on va rester optimiste, et croisons tous les doigts pour que les études de sol nous permettent de faire ça. On aura la réponse logiquement d'ici la fin de l'année. Madame Leblanc.
Oui, merci Monsieur Doucet, mais chers collègues, mais ce n'était pas ma question. Ma question, c'est dans ce cas, pourquoi laisser la phrase « d'autres hypothèses de lieu doivent être étudiées ». Elles le seront forcément si, comme vous, par malheur, on ne pouvait pas le faire, enfin par malheur, on ne pouvait pas le faire au lieu envisagé. C'est sur cette phrase qui dit que d'autres lieux seront envisagés. Faut-il la laisser? Ça vous paraît tout à fait anecdotique? Enfin, moi, je m'attache aux mots et aux phrases. Désolé. Vous avez tout à fait raison et nous avons déjà étudié d'autres, puisqu'on envisage le pire et je pense qu'il faut laisser cette phrase puisqu'elle est nécessaire parce qu'on ne sait pas de quoi demain peut être fait. Donc elle est indispensable et ça nous éviterait de reprendre une autre délibération en ce sens. C'est bon? Des remarques? Oui, Émile Roger. Vous avez le terrain nécessaire, Monsieur Doucet? Il nous manquera peut-être un petit bout de parcelle qu'il faudra qu'on négocie, Monsieur le maire de Limoges. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. Numérique, J. Toulza. Alors, il vous est demandé de donner votre accord au versement d'un fonds de concours de 2503,82 € à la commune d'Oreille et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Des questions? Des oppositions? Des abstentions adoptées? Merci. Je profite de la prise de parole pour souhaiter au président Guérin un heureux deuxième anniversaire d'exercice à la tête de la CU, ainsi qu'à tous mes collègues pour leur élection, qui date du 8 juillet 2020. Merci, Gilles. Et accessoirement, à vous tous, chers collègues. Bien, Vincent Jalby, politique contractuelle et fonds européens. Oui, encore une fois, au sujet du programme opérationnel PO-FEDER FSE+, pour la période 2021-2027, et les mesures leaders sur le volet territorial, la candidature de Limoges Métropole et de Élan, avec la mise en place d'un groupement d'action locale. Il vous est demandé de prendre acte du dépôt de cette candidature dans le projet de stratégie de nom local pour le volet territorial des fonds européens, ainsi que la révision prévisionnelle de l'enveloppe. Je profite de cette délibération pour remercier à nouveau Madame Leto et Monsieur Talami de m'avoir accompagné dans la définition de cette stratégie. Ça a été long, fatigant, mais on y est arrivé. Merci Vincent. Étaye peut-être un peu le propos du dossier, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. C'est un dossier important. Alors, je n'ai quand même déjà parlé à plusieurs reprises. Il s'agit là, en fait, de définir la stratégie qui va permettre ensuite de distribuer, entre guillemets, les 5 millions et des poussières euros de FEDER et de FEADER sur des projets qui seront des projets locaux avec des enjeux purement territoriaux sur, je vous rappelle, notre PCI, c'est-à-dire Limoges Métropole, mais aussi le PCI de Élan, puisque nous allons mettre un groupement d'action locale, un GAL, qui permettra de gérer les demandes de subventions au titre du FEDER et du LEADER sur le groupement de nos deux territoires. Et donc nous aurons un comité de sélection qui sera mixte entre nos deux EPCI et qui aura aussi une part d'acteurs privés et qui sera présidé par notre président communautaire. Merci. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Sarah, collecte et traitement des déchets. Oui, un premier dossier concernant la concertation préalable pour l'avenir du traitement des déchets sur les territoires Haute-Vienne et Creuse. Donc, il vous est demandé d'approuver les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation et d'autoriser l'entente intercommunale à suivre l'organisation de cette démarche sous l'égide des garantes de la Commission nationale du débat public. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Sarah. Alors, le deuxième concerne l'adhésion de Limoges Métropole à l'association Énergie de nos déchets en faveur de la promotion de la valorisation énergétique. Et à cet égard, il vous est demandé d'approuver l'adhésion
de Limoges Métropole à cette association pour l'année 2022 pour un coût de 1 327 € et de désigner un représentant titulaire de Limoges Métropole ainsi qu'un représentant suppléant au sein de son conseil d'administration. Merci Sarah. Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret? Je suppose que non. Donc les candidats, la candidate titulaire qui vous est proposée est Sarah Gentil et le suppléant Garestier. Encore une fois, toujours dans la logique. Pas d'opposition, pas d'abstention. Félicitations. Philippe, cycle de l'eau. Merci Monsieur le Président. Donc, chers collègues, point 1, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Donc, il vous est demandé d'émettre un avis favorable de ce rapport annuel. Point 14, si intervention. 14.1 sur l'assainissement, réalisation d'un schéma directeur global d'assainissement avec le lancement de la procédure avec négociation. Donc, il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation dans le cadre d'une procédure avec négociation et d'autoriser le président à signer le marché avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. 14.2 maîtrise d'œuvre pour la nouvelle station d'épuration de Verneuil-sur-Vienne, lancement de la procédure avec négociation. Il vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'une procédure avec négociation et d'autoriser le président à signer le marché avec l'attributaire retenu par la commission d'appel d'offres. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci Philippe. Il me reste le 14.3, oui. un petit bout. Sur le rapport annuel, cette fois, concernant la qualité et le prix des services publics de l'assainissement non collectif. Donc, il vous est simplement demandé de mettre un avis favorable sur le contenu de ce rapport annuel. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Adopté. Merci. Aménagement de l'espace, accessibilité, PLU, urbanisme, Monsieur Léoni. Action foncière entre l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole et la commune de Couzex. Vous est demandé de retirer la délégation du droit de préemption urbain précédemment consenti à la commune de Couzex sur les parcelles EK21, EK22, EK13, EK208, EK206 et EK30, situées dans le périmètre d'intention de déléguer le droit de préemption urbain à l'EPFNA. Sur ces mêmes parcelles, et d'autoriser le président à signer la convention opérationnelle avec le PFNA et la commune de Couzex. Je ne prendrai pas part à ce vote. L'approbation de la modification numéro 1 du plan local, du règlement local de publicité RLP de FETIA. Il vous est demandé d'approuver donc cette modification numéro 1. Il vous est demandé aussi d'approuver la modification numéro 1 du PLU de Verneuil-sur-Vienne, reclassement d'une partie de la parcelle ZM 644 en espace boisé classé. Il vous est également demandé d'approuver la modification numéro 7 du plan local d'urbanisme de la commune d'Oreille, reclassement d'une partie de la zone naturelle N en zone naturelle maraîchage NM. Et enfin, il vous est demandé d'approuver le principe du montage retenu ainsi que le périmètre sur lequel s'appliquera le PUP, d'autoriser le président à signer la convention de PUP, de prendre acte de la durée d'exonération de la taxe d'aménagement à 2 années à compter de l'affichage de la mention de la signature de la convention, de décider que cette participation sera actualisée au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du coût de la construction du 2e trimestre 2022 au sujet du PUP de la ZAC de l'Age sur la commune du Vigin. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Leblanc. Décidément, vous animez ce conseil. Hein. Eh bien, écoutez, c'est au moins, je le prends pour un compliment, merci. Je voulais intervenir sur la modification de la publicité de la commune de Fétia. Et alors moi, je ne pourrais pas approuver cette délibération qui consiste en fait à doubler la surface de panneaux publicitaires lumineux, là où on aurait pu décider de réduire en s'adaptant à la taille des autres communes. Ensuite, l'argument de la nécessaire harmonisation entre les différentes communes, pour moi, est peu convaincant. C'est d'ailleurs ce qu'indique la direction départementale des territoires dans son argumentation. Outre l'impact environnemental incontestable, il est pour le moins contradictoire d'en appeler à la vigilance des automobilistes quand il s'agit de sécurité routière et de faciliter l'installation dont le but est quand même de détourner l'attention de ces mêmes automobilistes. Donc je préfère voter contre cette délibération. Très bien. D'autres remarques? Des oppositions, des abstentions en dehors du vote de Mme Leblanc? Adopté, merci. Jacques Roux, affaires foncières.
Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de délibération du transfert de 2 parcelles en nature de voirie, donc sur la propriété de la commune de Vérac dans le patrimoine Limoges Métropole. Il vous est demandé d'approuver ce transfert au titre d'une vente convenue à hauteur de 10 723 €. Délibération 17.2, il s'agit de la rétrocession prise préemptée par la ville de Limoges pour le compte de Limoges Métropole. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition par Limoges Métropole en pleine propriété de cette emprise aux conditions indiquées. Délibération 17.3 porte désaffectation, c'est désaffectation portant déclassement d'une emprise du domaine public routier, donc rue du 19 mars 62 à Limoges, en vue de sa cession aux époux Geoffrey Chadelot. Donc il vous est demandé de prononcer la désaffectation de cette emprise d'1 mètre carré du domaine public, de constater en conséquence son déclassement en vue de son transfert dans le domaine privé de Limoges Métropole et de vendre cette emprise pour un montant de 100 €. La délibération 17.4, il s'agit d'une acquisition immobilière d'une parcelle terrain à Limoges, rue du 19 mars 62, propriété des époux Geoffrey Chadelot. Donc il vous est demandé dans ce cas d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de cette parcelle de terrain d'une superficie totale de 6 mètres carrés et de l'intégrer dans le domaine public routier communautaire. La délibération 17.5, désaffectation portant déclassement d'une emprise du domaine public routier, 6 lieux dits logerie sur la commune de Limoges en vue de sa cession au profit des époux Pénicaud. Il vous est demandé de prononcer la désaffectation d'une partie du domaine public d'une surface de 290 mètres carrés, de la déclasser en vue de son transfert dans le domaine privé de Limoges Métropole et de vendre cette parcelle moyennant le prix de 2 900 €. La délibération 17.6, il s'agit d'acquisition de parcelles de terrain situées à Verneuil-sur-Vienne, propriété de l'indivision Carabin-Tarot. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de ces parcelles de terrain pour un montant forfaitaire de 7 850 €. Délibération 17.7, il s'agit d'une acquisition immobilière d'une parcelle de terrain située sur la commune de Bonnac-la-Côte, lieu-dit les Prados, propriété des consorts Bona. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de cette parcelle de terrain moyennant le prix de 2 600 €. La délibération 17.8, il s'agit d'acquisition immobilière d'une parcelle de terrain à Île, lieu-dit les Cailloux, propriété de M. Shape, en vue de la création de l'aménagement cyclable dans le cadre du schéma directeur intercommunal des aménagements cyclables. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition à l'euro symbolique de cette parcelle de terrain. La délibération 17.9, il s'agit de l'institution d'un droit de préemption urbain renforcé sur la commune de Panazol au sein du périmètre identifié pour la mise en œuvre du projet de bus à haut niveau de service. Donc, il vous est demandé d'instituer le droit de préemption urbain renforcé sur cette commune, sur l'ensemble des parcelles urbaines et à urbaniser du périmètre identifié en raison du projet BHNS et des objectifs poursuivis par ce projet. La délibération 17.10 concerne le retrait du droit de préemption urbain sur la commune de Panazol, sur un périmètre identifié en lien avec le bus à haut niveau de service, et délégation au président de Limoges Métropole. Donc il vous est demandé de retirer à la commune de Panazol la délégation du droit de préemption urbain sur le périmètre identifié, de retirer à l'EPFNA la délégation du droit de préemption urbain sur le périmètre identifié et de déléguer au président de Limoges Métropole l'exercice du droit de préemption urbain sur les périmètres précités, ainsi que la faculté de déléguer l'exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation d'un bien, soit à l'EPFNA, soit à la commune de Panazol. Et enfin, la délibération 17.11, toujours un retrait du droit de préemption urbain sur la commune de Limoges, cette fois au sein d'un périmètre identifié en lien avec le projet de bus à haut niveau de service et délégation au président de Limoges Métropole. Il vous est demandé donc de retirer à la ville de Limoges la délégation du droit de préemption urbain sur le périmètre identifié et de déléguer au président de Limoges Métropole l'exercice du droit de préemption urbain sur ce même périmètre, ainsi que la faculté de déléguer par décision l'exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation d'un bien à la ville de Limoges. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Vincent Léonimont, social. Je précise, Monsieur le Président, que je ne participe pas au vote du 17. Approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux, acquisition amélioration par Limoges Habitat, résidence jeune, 44 avenue Mille-la-Bussière à Limoges, dans le cadre du soutien aux opérations d'amélioration du cadre de vie dans le périmètre de l'opération de revitalisation du territoire ORT. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 200 000 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Limoges Habitat. Approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réhabilitation de logements sociaux, résidence d'Everine, par Limoges Habitat situé à Limoges, 1, 2, 3, 4, 5 rue du Commandant Tulane,
et 4854 rue Montmaillet dans le cadre du soutien aux opérations d'amélioration du cadre de vie dans le périmètre de l'ORT. Il vous est demandé d'approuver le versement de l'aide exceptionnelle au titre de l'ORT de 260 000 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Limoges Habitat. Approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réhabilitation et à la résidentialisation de logements sociaux situés à Limoges, 28 30 32 34 et 38 40 42 rue d'Omnolé-Lafarge par Limoges Habitat dans le cadre du NPNRU et d'opérations de revitalisation du territoire. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 1 501 000 930 € au titre de la réhabilitation et de 566 350 € au titre de la résidentialisation de logements sociaux, d'approuver le versement d'une aide exceptionnelle au titre de l'ORT de 450 000 € pour le financement de travaux complémentaires du traitement de façade et de rénovation de locaux d'activité, et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Limoges Habitat. Merci, Vincent. Il en reste 2. Ah, pardon. Et je demandais d'approuver le versement de la somme de 75 000 € pour le projet d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Limoges Habitat concernant la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation du logement social par Limoges Habitat, Caspierre, Ariac, Rancon. Et enfin, il nous demandait d'approuver le versement de la somme de 188 000 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer une convention de financement avec Noalis concernant la participation financière de Limoges Métropole à la résidentialisation de logements sociaux situés à Limoges, 11 au 25 rue Joliot-Curie, par Noalis dans le cadre du NPNRU. Merci Vincent. Alors à noter que de la 18.1 à la 18.4 doivent se déporter du vote Mme Moguin-Sicard, M. Bonnet, Mme Boucher, Mme Gentil, M. Lage-Damon, Mme Riffaut. Et Mme Moguin-Sicard ne votera pas non plus pour la 18.5 en ce qui concerne Noalis. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Catherine, Habitat. Je vous ai demandé d'autoriser le président à solliciter auprès de Madame la préfète de la Haute-Vienne, la responsable à l'opération ORI, et à signer tout acte relatif à la mise en œuvre de cette délibération. Ok, des questions? Des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. Politique de la ville, je crois qu'Ibrahim Adia n'est pas arrivé, donc Samia nous la rapporte. Donc, contrat de ville, participation financière de Limoges Métropole dans le cadre de la seconde session de l'appel à projet 2022. Il vous est demandé d'approuver le versement des aides financières pour un montant total de 36 350 € et d'autoriser le président à signer les conventions de financement, à intervenir avec les associations ou organismes concernés. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Ça nous poursuit avec coordination des dispositifs d'insertion, etc. Alors, adoption de l'offre locale pour l'emploi dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cette charte locale entre Limoges Métropole, la ville de Limoges, les bailleurs signataires de la convention de renouvellement urbain et les acteurs emploi-insertion. L'adoption du plan d'action 2022 de la Cité de l'Emploi. Il vous est demandé d'approuver ce plan d'action, d'approuver les différents modèles de convention type de mise à disposition à titre gratuit des locaux situés au 8 allée Fabre d'Églantine et d'autoriser le président à signer sur la base de ces conventions type les conventions à intervenir avec les associations ou organismes. Signature du protocole d'accord du PLI 2022-2026. Il vous est demandé de valider le principe de renouvellement puis de mise en œuvre de ce protocole d'accord en associant les partenaires concernés, qui sont à savoir le département de la Haute-Vienne, la région Nouvelle-Aquitaine, l'État et Pôle emploi, et d'autoriser le président à le signer. Participation au déploiement du dispositif national La Boussole des Jeunes. Il vous est demandé d'approuver le soutien de Limoges Métropole à ce nouveau dispositif porté par le CRIJ Nouvelle-Aquitaine, d'approuver le versement d'une subvention de 5 000 € par an sur 2 ans pour sa mise en œuvre et d'autoriser le président à signer la convention pluriannuelle de partenariat 2022-2023 avec la structure porteuse. Coordination de dispositifs en lien avec les politiques sociales, donc approbation de la convention territoriale globale que l'on appelle CTG. Il vous est demandé d'approuver le principe de conventionnement CTG couvrant l'ensemble du territoire intercommunal à l'exception de la commune de Limoges qui dispose par ailleurs de sa propre CTG, de mandater le président pour mener toutes les démarches nécessaires à la réalisation du diagnostic, d'autoriser le président à signer les conventions de financement, à intervenir avec les
associations ou organismes. Il n'est pas stipulé qu'il s'agit d'une convention avec la Caisse d'allocation familiale. Merci Samia. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des unanimités, merci. Gens du voyage, Julie L'Enfant. Subvention MacCamping 87, il vous est demandé d'approuver la poursuite de le versement d'une subvention de 10 450 € et d'autoriser le président à signer la conférente. J'ai évidemment signifié en commission qu'il s'agit d'une baisse de subvention. Il y a un an, lors de cette délibération, je vous l'avais annoncé, on a reçu aussi la solution MacCamping. On est sur un portage de financement avec le département qui finance à même hauteur, 10 400 €. Et aussi, cette association a obtenu l'agrément de la CAF sur le volet plutôt accompagnement aux gens du voyage, sur des actions collectives et d'accompagnement individuel sur les thèmes de la santé, le vivre ensemble, l'accompagnement au statut d'auto-entrepreneur, alors que Limoges Métropole intervient au titre de cette subvention plus précisément sur le volet stratégique des logements sociaux adaptés. Et MacCamping nous accompagne sur la participation et l'implication des usagers sur ces logements sociaux adaptés et cette approche qu'on met en place sur le territoire de Limoges Métropole. Je vous remercie. Merci Julie. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Oui, Monsieur Bernard. Votre micro, sinon on ne vous entend pas. Je vote contre, à cause de ce qu'on constate. Et je souhaite que dans le procès verbal, quand on vote contre, qu'on dise aussi pourquoi. Donc moi, je vote contre, parce qu'il y a une baisse de cette subvention. Et je ne vote pas contre la subvention en elle-même. Bien noté. Madame Leblanc, vous votez contre aussi? Pour les mêmes raisons que mon collègue, donc j'aimerais que ce soit précisé, non pas contre une subvention, mais contre ces baisses constantes depuis à plusieurs reprises, même si c'est contradictoire avec un vote précédent, parce que je n'avais pas encore bien réfléchi à la question, je le reconnais. Donc vous votez contre, sur la même explication de vote que M. Bernard. OK. D'autres remarques? Adopté, merci. Oui. Pardon, Loïc. Oui, moi je déplore la baisse de subvention, parce que c'est une association qui est utile. On n'a fait que se caler sur le département. C'est une association qui est utile lorsque nous avons des soucis, ou pas de soucis d'ailleurs, pour le bon fonctionnement et la cordialité avec les gens du voyage. Et donc, je vote pour, mais je regrette la baisse de subvention. Très bien, Monsieur le maire du Palais, c'est bien reçu. D'autres questions? Pas de remarques? Adopté, merci. Voirie, Gilles? Oui. Projet de valorisation des bords de Vienne à Limoges, principes généraux et financiers de l'opération, convention de désignation de maîtrise d'ouvrage unique, secteur Parbel, Ventejol. Il vous est demandé d'entériner les principes généraux de cette opération, ainsi que le principe de participation des communes concernées par le biais de fonds de concours à hauteur de 50%, subventions éventuellement déduites, aux travaux relevant des compétences de Limoges Métropole, et d'autoriser le président à signer la convention de désignation de maîtrise d'ouvrage unique à intervenir avec la ville de Limoges relative à l'aménagement du secteur Parbel-Ventejol. Continue. Accord cadre en 2 lots relatifs à la fourniture et à la livraison de mobilier urbain, lancement de la procédure en appel d'offres ouvert. Et vous est demandé d'autoriser le lancement de cette consultation sous forme d'appel d'offres ouvert et d'autoriser le président à signer des accords cadres ou les accords cadres avec les attributaires retenus par la commission d'appel d'offres. Intermodalité, projet Modalis, convention de financement avec le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité relative à la mise en œuvre du système de mobilité intégré et de la brique billettique. Il vous est demandé de donner votre accord à la conclusion de 2 conventions de financement relatives à la mise en œuvre du système de mobilité intégré Modalis, d'une part, et de la brique billettique Modalis, d'autre part, et d'autoriser le président à les signer. Parc en ouvrage, concession de services publics des parcs en ouvrage conclu avec la société EFIA, signature d'un protocole transactionnel concernant le traitement des impacts pour l'année 2021 de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la Covid-19. Il vous est demandé de donner votre accord à la conclusion de ce protocole transactionnel, entérinant la prise en charge par Limoges Métropole d'un financement de 33 333 € hors taxe au titre de l'impact Covid pour l'année 2021. Transport urbain,
Concession de service public de transport urbain conclu avec la Société des transports en commun de Limoges Métropole, avenant numéro 4. Je vous ai demandé donc de donner votre accord pour la signature de cet avenant. Concession de service public des transports urbains conclu avec la Société de transport en commun, la SSLM, donc avenant numéro 5, traitement des impacts pour l'année 2021 de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la Covid-19. Il vous est demandé d'autoriser la signature de l'avenant numéro 5. Et enfin, concession de service public de transport urbain, conclu avec les SSLM, avenant numéro 6. On vous demande d'autoriser la signature de cet avenant. Voilà, Président. Y a-t-il des questions? Des observations? Moi, une remarque plus qu'une question. Société FIA, c'est les parkings. Bon, on le fait parce qu'on le fait pour tous les autres. Je vous le dis honnêtement ce que j'en pense. On est gentil. C'est une société qui ne participe pas spécialement à la vie de la cité, ni sur un plan culturel, ni sur un plan d'accompagnement sportif. Ce sont des gens qui ont des DSP importantes. On est gentil. Des oppositions? Des abstentions? Non, mais on ne vote pas contre, puisqu'on ne peut pas faire autrement de toute façon. Mais je vous le dis, sur EFIA, à tous ceux qui négocient avec eux dans leurs communes respectives, vous pouvez leur dire que, eu égard au monopole dont ils disposent à l'échelle aujourd'hui hexagonale, ou presque, ils peuvent de temps en temps participer à la vie de la cité. Voilà, je vous dis juste ça comme ça. Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Émilie, développement durable et aménagement des rivières. 28.1, adoption du plan de prévention du bruit dans l'environnement d'échéance 3 de Limoges Métropole. Il vous est demandé d'adopter ce plan de prévention. Aménagement des rivières, 29.1, attribution d'une convention de fonctionnement à Sources et Rivières du Limousin. Il vous est demandé d'approuver le partenariat entre Limoges Métropole et cette association, ainsi que l'attribution d'une subvention de 8 000 € pour l'année 2022 et d'autoriser le président à signer la convention afférente. 29.2, contrat territorial milieu aquatique, Vienne métropolitaine, déclaration d'intérêt général et déclaration loi sur l'eau. Il vous est demandé de donner votre accord à ces dispositions, d'autoriser le président à déposer ces deux déclarations, d'autoriser le président à signer le CTMA avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Haute-Vienne, le syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne, la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, le Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine, l'établissement public territorial du bassin de la Vienne et l'Office international de l'eau, et d'autoriser le président à solliciter des aides financières auprès des différents partenaires. Je continue. Tu peux passer au vote. Y a-t-il des questions là-dessus? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées, merci. Donc, Joël Garestier n'étant pas là, sur le réseau de chaleur et de froid, tu continues, Mimi? Réseau de chaleur et de froid, 30.1, public pour l'exploitation et la modernisation du réseau de chaleur de Beaubreuil de Limoges Métropole, choix du mode de gestion. Il vous est demandé d'approuver le principe de la concession de services publics, d'approuver les caractéristiques des prestations qui devra assurer le futur concessionnaire, d'autoriser le président à lancer la procédure de concession de services publics et prendre les actes nécessaires dans le cadre de cette procédure, d'autoriser le président et le futur concessionnaire à solliciter tout financement pour ce projet. 30.2, service public, la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau de chaleur du centre-ville de Limoges, choix du mode de gestion. Il vous est demandé d'approuver le principe de la concession de services publics, d'approuver les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur concessionnaire, d'autoriser le président à lancer la procédure de concession de services publics et prendre les actes nécessaires dans le cadre de cette procédure, d'autoriser le président et le futur concessionnaire à solliciter tout financement pour ce projet. Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci, Émilie. Donc, nous arrivons à la fin de nos travaux. J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions que j'ai été à prendre en vertu des dispositions du CGCT, dont le détail vous a été évidemment transmis. Je propose que l'on passe au vote des motions. Pascal, tu nous présentes la tienne? J'en donne lecture, c'est ça? D'accord. Au cours de sa campagne, le candidat Emmanuel Macron a annoncé une réduction de 10 milliards d'euros des financements attribués par l'État aux collectivités locales.
soit la moitié des 20 milliards d'économies imposées à l'ensemble du secteur public, au titre de l'effort global de rétablissement des comptes publics. Depuis 2014, les collectivités territoriales ont vu leur financement public amputé de 46 milliards, dont 13 sous le précédent mandat. En pleine campagne législative, le gouvernement a annoncé la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui représente environ 19,55 milliards pour les territoires. Certes, pour l'instant, c'est une compensation à l'euro près, mais sans aucune concertation avec les collectivités et les territoires. Cette méthode de travail n'est plus acceptable. Le président du gouvernement doit davantage concerter. C'est la seule recette dynamique de nos collectivités. Ces décisions budgétaires ont des impacts politiques immédiatement perceptibles dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Des services publics bousculés, essoufflés, peinant à répondre aux besoins exprimés, une fonction publique moins attractive et des agents obligés de faire avec des vacances de poste toujours plus nombreuses. L'étranglement budgétaire des collectivités pèse d'abord sur le service public de proximité, sa capacité à s'adresser à toutes et tous et à participer à la résorption des fractures sociales. Depuis 2 ans, le service public de proximité a de surcroît subi des chocs violents, alors même que les de l'État se désengagent toujours plus de leurs responsabilités et abandonnent les communes, seules en première ligne, et leurs établissements publics de coopération intercommunale, La pandémie de Covid a débouché sur une crise économique et sociale extrêmement violente. La crise ukrainienne et les crises climatiques s'articulent pour créer une spirale inflationniste d'une ampleur inédite. Cette inflation touche des secteurs extrêmement sensibles pour les collectivités, l'énergie, qui concerne la gestion des bâtiments, l'éclairage public, la restauration scolaire et les seniors, les transports et la voirie. Les charges de fonctionnement adoptent des trajectoires incontrôlables. Parallèlement, l'inflation fragilise les classes moyennes et populaires et avive les fractures sociales. Le service public de proximité est de plus en plus sollicité par nombre de nos concitoyens comme un ultime recours. Dans cette période heurtée, les collectivités sont le meilleur instrument pour porter et relancer l'investissement public dans une période de rétractation économique. Elles sont immédiatement sollicitées pour répondre aux effets des crises sur les habitants. Elles sont frappées de plein fouet par l'inflation. Alors qu'un soutien de l'État serait nécessaire, c'est au contraire une mesure de réduction nouvelle qui les menace désormais. L'État a su ces dernières années multiplier les aides directes ou indirectes à l'ensemble du secteur privé, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, aux réductions de TVA, des prêts garantis à la suppression des contributions sociales dont le coût est finalement supporté par tous les concitoyens. Depuis 2021, 10 milliards d'impôts de production versés par les entreprises ont été supprimés et le président de la République a annoncé pendant sa campagne réduire encore ces impôts de 7 milliards. L'exécutif a annoncé un projet de loi sur le pouvoir d'achat qui devrait prévoir la prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, la remise sur les carburants, la hausse des minima sociaux, l'indexation des retraites sur l'inflation et le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Une aide spécifique pour les plus modestes, versée à la rentrée, pourra remplacer le chèque alimentaire promis de longue date. À ce stade, seules les collectivités locales sont exclues de mesures d'accompagnement que le gouvernement justifie pourtant par un contexte socio-économique qui s'impose à elles et avec tout autant d'urgence. Dans ce contexte, les élus de Limoges Métropole demandent au gouvernement de revenir sur les annonces faites par le président, de réduire de 10 milliards d'euros le financement public des collectivités locales et d'intégrer dans le budget rectificatif de l'État, en cours de rédaction, un plan d'accompagnement des collectivités locales qui prenne en compte les effets de l'inflation sur les coûts de l'énergie et des denrées, des crises sociales et économiques et du dégel du point d'indice des agents publics. Merci Pascal. Oui, Madame Ildirim. Monsieur le Président, je partage totalement votre vœu et j'espère qu'il sera entendu. Simplement, hier, Madame Borne, la Première ministre, a confirmé la suppression de la CVAE lors de son discours de politique générale. Préalablement, le ministre de l'Économie, début juin, avait tenu les mêmes propos malgré la réaction des réseaux d'élus tels que France Urbaine ou Intercommunalité de France. Donc j'espère que ce vœu sera entendu. Je crois que ce que souhaitent les entreprises, je peux me tromper, mais ce que souhaitent les entreprises, c'est que les collectivités locales investissent. Et si on réduit leur levier fiscal et leur possibilité d'agir, je crains que cette suppression se retourne contre les entreprises elles-mêmes, même si on nous annonce une compensation à l'euro près. Il faudra m'expliquer, il est prévu une réduction de 10 milliards d'euros des dépenses de l'État auprès des collectivités locales et on nous dit qu'on supprime mais avec compensation.
Donc voilà, je voulais simplement vous dire ces quelques mots en vous confirmant que je partage totalement ce vœu. Merci Madame. Pour abonder, 70% de l'investissement en France est porté par les collectivités territoriales, les intercommunalités, les départements, les régions. Il n'y aura pas de relance si les collectivités ne peuvent pas investir. Ça, c'est une évidence absolue. Après, sur la CVAE, il faut rendre ce qui est à César, le gouvernement compense à l'euro près. Ça, c'est fait. Mais vous avez la lettre et l'esprit de la lettre. Ce que demandent aujourd'hui les collectivités et les associations d'élus, que ce soit France Urbaine, l'AMF ou la DCF, c'est que les collectivités, eu égard à l'article 72 de la Constitution, elles puissent toujours s'administrer librement. Et pour ça, elles n'ont pas besoin de dotation, elles n'ont pas besoin de mise sous tutelle de l'État, elles ont besoin d'avoir une capacité de lever de l'impôt et d'avoir une recette dynamique. Or, une compensation à l'euro près sur la seule recette qui restait aux collectivités, aux intercos en particulier, qui est une recette dynamique, qui est juste remplacée à l'euro constant, ce n'est pas l'activité territoriale. Et ça, toutes les associations d'élus vont faire remonter. Donc ce qui est demandé par les associations d'élus aujourd'hui, et encore une fois, quelles que soient les associations d'élus, c'est qu'il y ait l'esprit de la lettre, c'est-à-dire qu'on garde une capacité d'avoir un levier fiscal dynamique pour nos collectivités. Et je ne doute pas, en tout cas j'espère, eu égard à la capacité de conviction de différentes associations, et avec une Assemblée nationale qui est un petit peu moins omnipotente que par le passé, les choses bougent positivement. Voilà. En tout cas, merci de votre intervention. Y a-t-il des questions, Monsieur le maire? Oui, je voulais rajouter qu'en ce qui concerne le ministre de l'économie, nous avons été nombreux à lui dire effectivement ce que vient de dire Guillaume, et que si on voulait planter l'économie du pays, il suffisait de continuer à leur faire payer l'eau, le gaz, l'électricité à des prix impossibles, et de rajouter que les 3,5 points de points d'indice, après avoir joué sur le RIFSEP, mais là encore, nos députés qui se succèdent ont le mérite, l'avantage et l'intelligence de voter des lois contradictoires qui se superposent et qui ne s'annulent pas. Donc bravo à tous. Ceux qui ont voté le RIFSEP ont oublié d'enlever le point d'indice, ce qui fait qu'aujourd'hui les collectivités sont pénalisées à deux niveaux, RIFSEP d'un côté et point d'indice de l'autre. Donc bonjour la connerie. Donc nous lui avons fait remarquer, et je voterai avec plaisir cette motion, puisque nous avons été nombreux à le dire au ministre de l'économie. De même que vous aurez, merci, de même que vous aurez des collectivités qui vont bouger sur le bouclier tarifaire, hein, parce que si le prix de l'énergie se stabilise à ce niveau-là, voire pire, continue de monter, le budget de nos collectivités vont s'en trouver grévé de manière extrêmement dangereuse. Donc nous verrons si les choses bougent. Bruno Le Maire a été interpellé à plusieurs présidents Macron également sur la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les collectivités. Aujourd'hui, des équipements qui ne peuvent pas ouvrir parce que c'est complètement exorbitant en termes de coûts de fonctionnement. On voit ça à chaque fois. Géré par quelqu'un de droite, c'est pas bien. Il faudra aussi qu'on arrête de déconner entre nous. Bien. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Cette motion est adoptée à l'unanimité. Merci. Monsieur le maire de Limoges. Loi climat et résilience du 22 août 2021. Application de l'objectif zéro, remarque inutile, artificialisation nette, motion du Conseil communautaire de Limoges Métropole. Considérant les dispositions de la loi 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi climat et résilience, notamment celles concernant la lutte contre l'artificialisation des sols et l'atteinte en 2050 de l'objectif du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la volonté affichée par l'État de freiner la consommation d'espace et de limiter l'étalement urbain, considérant qu'il s'agit au niveau national de réduire de moitié sur les 10 prochaines années le rythme d'artificialisation des sols, c'est-à-dire l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, au regard de la consommation réelle observée des espaces naturels agricoles et forestiers dans la décennie précédente,
Considérant la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi Notré, a introduit l'obligation pour les régions d'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, avec cet acronyme de SRADET, considérant que cet outil de planification fixe les objectifs de moyen et long terme de plusieurs thématiques qui concernent l'équilibre et l'égalité des territoires, l'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, le désenclavement des territoires ruraux, l'habitat, la gestion de l'espace, l'intermodalité et le développement des transports, la maîtrise et la valorisation de l'énergie, la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution de l'air, la protection et la restauration de la biodiversité, enfin la prévention et la gestion des déchets. Considérant que le SRADET de la région Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par arrêté préfectoral du 27 août 2020, à compter de cette date, ces objectifs s'imposent dans les documents de programmation que sont les schémas de cohérence territoriale SCOT, par ricochet les plans locaux d'urbanisme, PLUI, et les plans climat et énergie territoriaux que nous avons signés aujourd'hui de chaque territoire. Considérant que l'objectif national doit être décliné au niveau régional au sein du SRADET, ainsi par la suite qu'au niveau local dans le cadre des SCOT et des PLUI. Considérant la circulaire du Premier ministre en date du 7 janvier 2022, qui est venue apporter des précisions sur la mise en œuvre opérationnelle de la loi climat et résilience, ainsi la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers, zones N et A des PLUI, doit être divisée par 2 entre les années 2021 et 2031. La notion du zéro artificialisation nette, c'est comme les boîtes jaunes d'autrefois, le ZAN, n'apparaîtra en fait qu'en 2031, considérant la loi 2022-2017 du 21 février 2022 relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite loi 3DS, laquelle est venue desserrer le calendrier d'intégration dans le SRADET des objectifs de diminution de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les régions disposent désormais de l'obligation d'intégrer les objectifs dans leur SRADET avant le 24 février 2024, la loi climat et résilience ayant fixé ce délai au 1 2023. A contrario, cette même loi a maintenu le calendrier d'intégration des objectifs régionaux dans les SCOT et par ricochet dans les PLU au 22 août 2027. Considérant qu'à défaut de respecter ce délai, les sanctions suivantes seront appliquées. Toute ouverture à l'urbanisation sera suspendue au sein du SCOT et par voie de conséquence, aucune autorisation d'urbanisme ne pourra être délivrée sur une zone urbanisée du PLUI, zone AU. Considérant les travaux de la conférence régionale des SCOT, Nouvelle-Aquitaine, qui a fourni au Conseil régional une contribution pour le 22 octobre 2022, considérant que l'objectif de réduction doit être décliné dans les différentes parties de chaque territoire régional, le Conseil communautaire de Limoges, réuni aujourd'hui 7 juillet 2022, partage la préoccupation des gestions raisonnées de l'espace, mais demande que l'application de ces dispositions par les services de l'État s'effectue de manière différenciée suivant la réalité des territoires concernés. Demande la création par voie législative ou réglementaire d'un compte foncier national, voire européen, pour les projets supraterritoriaux tels que notamment les grands projets ferroviaires et autoroutiers. En l'absence de prise de considération de ces exclusions, toute possibilité de développement pour notre territoire régional sera freinée, voire impossible. Futurs quotas de consommation seraient considérablement amputés. Demande la prise en compte des efforts déjà consentis par les territoires dans la réduction de consommation foncière, du traitement des friches industrielles ou militaires et du renouvellement urbain au cours de ces dernières années. Enfin, déclare qu'il s'opposera à toute application anticipée des dispositifs législatifs et réglementaires du ZAN, qui priverait immédiatement les territoires de toute possibilité de développement, le ZAN devant devenir à moyen terme un outil d'accompagnement de développement responsable du territoire. Merci Émile. Des questions ? Je dois vous avouer qu'en plus, j'ajouterai
que, eu égard au développement économique et à l'industrialisation, nous manquons cruellement de terrain pour construire des usines et que ce que nous n'avons pas su prévoir va nous être reproché et que nous serons dans une panade noire dans les 5 ans à venir. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Un mot quand même sur cette motion. Pardon, Gaston, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Oui, je voterai effectivement cette motion parce que je pense que l'artificialisation des sols est une notion qu'il faudrait préciser, ce que ça veut dire artificialiser un sol, que maintenant il y a des moyens effectivement de gérer l'eau à la parcelle, etc. etc. D'autre part, effectivement, ces lois ne prévoient pas du tout d'équité entre ceux qui ont fait des efforts et ceux qui n'en ont pas fait. Ça me semble extrêmement grave. Une méconnaissance totale des territoires. C'est pas ce que nous n'avons pas fait. C'est ce que nous avons respecté la nature ici, pour pas justement, voilà. Et on nous le reproche maintenant. Donc je trouve que ces lois vont dans le sens contraire de ce qu'il faudrait. D'autre part, on nous dit qu'en France, il faut réindustrialiser le pays. Il faut m'expliquer où est-ce qu'on le réindustrialise, ou alors on laisse ces entreprises à l'étranger, on continue à transporter par avion qui pollue le climat et par bateau tous les jours. Donc ces lois vont dans le sens contraire justement de rapprochement de la consommation de de la population en général, pour éviter des grands trajets aux marchandises. Et il est bien évident que dans ce sens-là, notre territoire, effectivement, sera plus fragilisé que certains. Une entreprise qui doit s'installer, de toute façon, elle va s'installer. Si elle ne s'installe pas ici, elle s'installera ailleurs. Parce que c'est comme ça. Si on a besoin de médicaments français, il faut de l'espace pour construire. Donc je crois que ces lois n'ont pas été faites. Encore une fois, on est en train de mettre des étages entre le STRADET, le SCOT, le PLUI. On n'y comprend plus rien, on ne peut plus rien faire. Et bien sûr, on enlève aux élus, notamment aux élus de terrain, leurs prérogatives dans ce domaine. Voilà ce que je voulais rajouter. Bien. Tu m'as raccourci ma conclusion, c'était la même. Juste une chose, Vincent, oui, vas-y. Non, juste, pas de précision là-dessus. Je précise juste que je ne participerai pas au vote, pas que je m'y oppose. Mais étant président du CIEPAL et participant justement aux négociations, aux discussions, ça me semblerait un tout petit peu malhonnête intellectuellement de commencer à annoncer que je ne vais pas discuter. Donc je ne prendrai pas part au vote. Ok. La conférence des SCOT a jusqu'à mi-octobre pour rendre ses conclusions. Elle l'a d'ailleurs obtenu sur forte pression du Sénat, sinon ça n'aurait pas été le cas. Mais pendant la campagne présidentielle, sorti de nulle part, 2 décrets d'application qui ont été d'ailleurs contredits par le Centre national d'évaluation des normes, ce qui est assez rare qu'un décret soit cassé, pas de force de loi, mais soit contredit par ce Centre d'évaluation des normes. Et aujourd'hui, il y a des interrogations qui remontent des territoires sur, tu l'as dit Gaston, la question de la territorialisation, parce qu'en gros, ceux qui ont été vertueux vont se retrouver autant pénalisés que ceux qui ne l'ont pas été, ce qui en soi, sur un plan intellectuel, quand même question. Le sujet de la nomenclature de l'artificialisation, sur lesquels il n'y a absolument aucun accord par les porteurs de ces dossiers-là. La question également de l'aspect prescriptif, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il était convenu que ceci allait figurer dans les orientations du SRADET et pas dans le fascicule lui-même. Or, ce qui est apparu dans ces décrets d'application, c'est que c'est dans le fascicule lui-même. Donc ça pose quand même plein d'interrogations tout cela, et j'espère encore une fois qu'il y aura une évolution législative sur ce sujet, parce que ça pénalisera considérablement des territoires comme les nôtres qui ont été vertueux. Et Émile Roger-Lamberti disait quelque chose de très juste. Nous avons tellement été vertueux qu'aujourd'hui, nous sommes infoutus d'avoir des terrains de plus de 10 hectares pour accueillir certaines entreprises. Et ça nous sera, de toute évidence, reproché par nos concitoyens dans les années qui viennent, si ceci venait à rester figé dans le marbre. Voilà. Y a-t-il des oppositions à cette... Oui, madame ? Oui, moi j'entends tous les arguments et je les comprends, mais comme ça nous a été précisé aussi tout à l'heure, le problème de l'artificialisation et du réchauffement climatique est global.
Et j'ai un peu de mal, du coup, à m'inscrire dans cette volonté de territorialiser, que je comprends. Donc, je veux juste préciser que je m'abstiendrai sur cette motion. Après, si vous voulez, l'esprit, encore une fois, de cette motion, tel qu'il a été présenté par le maire de Limoges, c'est de prendre en considération la territorialisation et les remontées des territoires. Si vous voulez, on ne peut pas comparer notre agglomération à certaines agglomérations de la région PACA ou du territoire bordelais, par exemple. Donc, ce que nous reprochons, si vous voulez, c'est l'absence de considération des particularismes locaux et surtout, mais c'est une marque de fabrique depuis quelques années, une absence totale de concertation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, une abstention, deux? Ok. Allez-y, Gilbert. Sur les motions d'urgence, il serait peut-être bien qu'on les reçoive un peu avant. Parce que c'est un texte un peu touffu, ce deuxième, qui implique un certain nombre d'enjeux. J'aurais préféré y réfléchir un peu plus en amont. Ok. Voilà. Reçu. Donc 2 abstentions, pas d'opposition. Adopté. Merci beaucoup. Je vous annonce la date de nos prochains travaux. Ils auront lieu pour le bureau communautaire le 22 septembre à 18h et pour le conseil le 30 septembre à 18h. À l'hôtel de Régie. Merci à tous. Et il y a un pot à la sortie du conseil. Merci beaucoup.